C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smartech que vous regardez en direct comme tous les jeudis à 10h45. Alors cette semaine autour de la table, nous avons une avocate, Audrey Morel. Bonjour. Audrey. Imen Kabouya, partenaire chez Wavestone. Bonjour Imen. Bonjour. Vous êtes experte du cloud, de la data, de l'IA, je le rappelle. Et puis Julien Pillot aussi est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. Cher Julien, enseignant, chercheur en économie à l'INSEC, ça me fait plaisir de vous retrouver tous autour de la table. On va confronter nos points de vue aujourd'hui sur beaucoup de sujets comme d'habitude, mais en particulier la régulation numérique avec de vrais bras de fer en ce moment, avec l'Union européenne confrontée à, on pourrait dire, X/Elon Musk/ les États-Unis. On va parler évidemment de la pression que la France espère mettre au niveau européen sur les plateformes d'e-commerce. Et puis, on va s'intéresser à un guide d'implémentation des data centers en France qui a été publié par la Direction générale des entreprises. Tout ça, on donnera notre opinion, sortira nos cartons rouges, nos cartons verts pour dire ce qu'on en pense. Mais on commence avec une plateforme de confiance portable. Et pour lancer cette discussion, on est connecté avec Eric Haddad. Bonjour Eric. Bonjour Delphine. Vous êtes le président exécutif de Numspot, donc co-entreprise, on le rappelle, entre DocaPost, la Banque des Territoires, Outscale via Dassault Systems. C'est ça. Et Bouygues Télécom, je dirais que vous êtes un peu le porte-étendard du cloud souverain 100% français face aux puissants hyperscalers américains. Numspot créé en 2023 et là vous annoncez un virage. Qu'est-ce qui change, Eric Haddad ? Alors, ce qui change, on a beaucoup écouté nos clients, de manière effectivement à pouvoir proposer une plateforme hybride de confiance. Donc, ça veut dire quoi une plateforme hybride de confiance ? Ça veut dire la capacité à pouvoir définir le bon niveau de confiance en fonction de la sensibilité des données. Et enfin, la portabilité. La portabilité qui permet, bien entendu, de pouvoir bénéficier des services d'un cloud public, souverain, localisé en Europe, ou celui d'un cloud public et qualifié SecNumCloud, donc par l'ANSSI, et enfin la possibilité de poser la plateforme sur un cloud privé. Et ça peut être effectivement le cloud privé d'un opérateur ou d'un client. Et ça permet en l'occurrence au client de pouvoir moderniser en termes de services gérés par Numspot sa propre plateforme. Donc sauvegarder ses investissements, protéger ses investissements. Donc l'intérêt de tout ça aussi, c'est la possibilité d'accéder à l'innovation. Donc en toute confiance, avec un objectif de souveraineté, de résilience numérique, pouvoir effectivement articuler, accéder pour ses propres utilisateurs ou ses propres clients un certain nombre de sujets et de cas d'usage d'innovation. On parle beaucoup d'IA, de data, et ça tourne effectivement beaucoup autour de ça. Mais historiquement, Numspot était adossé à l'infrastructure cloud d'Outscale. Là, ça veut dire que quand on dit que c'est une infrastructure qui devient, une solution, une plateforme qui devient portable, ça veut dire que vous pourriez être adossé à n'importe quelle infrastructure cloud et donc celle d'un hyperscaler américain. Alors, nous sommes adossés. Oui. Pourquoi faire ce choix ? Alors, c'est le choix de la liberté. C'est effectivement le choix de la liberté, le choix de l'hybridation. Les entreprises ont besoin de pouvoir créer de la coexistence entre leur propre investissement et des investissements futurs. Donc, on est adossé à Outscale en termes de région souveraine, région SecNumCloud, et le client a aussi la possibilité de pouvoir bénéficier des mêmes services managés, mais sur sa propre plateforme. Alors, effectivement, dans une logique européenne, parce qu'on ne raisonne pas français, mais sur une logique d'expansion européenne, on peut imaginer effectivement, et c'est notre ambition, de pouvoir adosser notre plateforme sur des infrastructures qui soient espagnoles, italienne, allemande, pour en citer trois, bien entendu, parmi les plus importantes. Donc c'est un choix en fait d'expansion, d'élargissement pour vous de marché et de clientèle. Ça reste quand même Numspot, l'objectif principal, c'est la question de la souveraineté. Cette souveraineté numérique, aujourd'hui, on entend beaucoup que finalement ça peut pas être un argument suffisant vis-à-vis des clients, qu'ils ont des contraintes, des questions d'interopérabilité, de gestion de coûts. Enfin bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et soit on arrive finalement avec des solutions souveraines qui sont aussi bonnes que celles des hyperscalers, et là, j'entends beaucoup dire que c'est pas encore le cas et que ça va être compliqué. Soit j'ai l'impression qu'il faut accepter finalement de devenir un peu un complément sur certains services, sur certaines données, un complément des clouders américains.
Alors, d'une façon générale, notre proposition, c'est d'être un complément et un ajout et non une substitution. Les clients ont fait des investissements, que ce soit avec des Américains ou avec d'autres acteurs, peu importe, l'idée, c'est effectivement d'apporter de la valeur supplémentaire. C'est pas de substituer ce qui a déjà été éprouvé, ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est de pouvoir. Et quand vous regardez les usages aujourd'hui que les entreprises ont besoin, ce sont beaucoup des usages de type IA et data. Ça tourne beaucoup de ça, autour de ça. Et tous ces usages sont relativement nouveaux. Ils nécessitent des infrastructures très spécialisées. On parle de GPU. Et il faut pouvoir leur apporter, en termes d'infrastructure, en termes de services au-dessus, pour pouvoir gérer ce type d'infrastructure spécialisée, les bons outillages et un accès facile et liberté de choix. D'accord ? Et c'est ça qu'on apporte en fait. Tous les services managés qu'on apporte au-dessus de la plateforme NewsSpot, qui est horizontale par rapport à l'univers qui est très verticalisé. Il faut savoir que l'écosystème en général qu'on appelle GAFAM est très verticalisé. En fait, vous achetez en fait une espèce de verticale de haut en bas. Et on en connaît les effets, puisqu'en fait, on se retrouve enfermé dans cette logique, que ce soit économiquement ou techniquement. Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est plutôt une horizontalité. Donc, c'est pouvoir se positionner à côté, compléter et apporter un niveau de confiance que d'autres acteurs, peut-être, ne peuvent pas apporter. Ok, c'est intéressant de ce virage stratégique. Julien, une question pour Eric Haddad ou un commentaire ? Bonjour Eric, un commentaire, oui. Moi, j'applaudis plutôt tout ce qui est fait autour de NewsSpot. Je trouve qu'il y a vraiment des choses assez intéressantes qui sont faites, et notamment au niveau des certifications Second Cloud, auxquelles je suis assez attaché. Non, le point d'interrogation, c'est que structurellement, il y a toujours cette difficulté de transformer l'essai en réussissant à finalement capter plus de commandes publiques que ce n'est le cas actuellement, parce que c'est formidable de faire tout un tas de choses, de solutions de cloud souveraine. Si à la sortie, la commande publique continue à passer auprès d'hyperscalers américains, je ne vois pas trop ce qu'on y gagne. Et puis, attention... C'est une question pour Eric Haddad. C'est une question pour Eric Haddad, et puis peut-être une alerte également. À force d'être complémentaires, on risque aussi parfois de devenir une béquille. Et le fait de devenir une béquille nous met en position de faiblesse dans des jeux de négociation qui peuvent être d'ordre technologique ou industriel, et ne participe pas à une autre forme de souveraineté, qui est une forme de souveraineté qui n'est plus numérique, mais qui est une forme de souveraineté économique, voire éventuellement juridique. Donc vraiment faire attention à ce niveau-là, de ne pas se mettre dans des situations de dépendance, alors qu'on essaie aussi de construire une stratégie autour des clouds souverains pour regagner du pouvoir de négociation et du rapport de force avec les acteurs étrangers. Eric. Ce que je peux répondre, effectivement. Moi, je crois que... j'entends le sujet de la commande publique. À la fin, ce qu'il faut, c'est être bon, en fait. Et notre objectif, c'est d'avoir la bonne proposition de valeur. C'est ça qui fera la différence. On peut espérer des choses très fléchées, etc. Très, très bien, tant mieux. Et on les accueillera de façon favorable. Mais notre objectif, c'est d'être bon et d'avoir une approche singulière qui permet de nous différencier sur un marché qui est compétitif par nature. Complémentaire, pourquoi ça veut dire complémentaire ? Pourquoi on dit complémentaire ? Complémentaire, c'est pas une béquille. Complémentaire, c'est pour entrer dans le jeu. Il faut savoir que l'accélération en termes de marché aujourd'hui, c'est pas ce qu'on appelle du move to cloud. C'est pas vrai. Ça a eu été. Cette espèce de move to cloud, de switch entre guillemets, de choses qui étaient sur site vers le cloud, sur des raisons de coût, des sujets de coût. Franchement, ça a eu été. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est les nouveaux usages. Et le business des entreprises ont besoin de nouveaux usages avec l'IA, et avec des sujets encore qui vont arriver, qui nous attendent. Donc, c'est ces sujets, en fait, qu'il faut acquérir, et c'est sur ces sujets que NewsSpot se positionne. Et l'accélération du marché va se faire là. Et je suis absolument sûr, c'est ma conviction, j'ai 30 ans d'expérience sur le sujet, que l'avenir, il est sur ces nouveaux usages. Donc, il ne faut pas rater ce virage. Donc, nous, on se positionne sur ces nouveaux usages qui vont permettre, effectivement, aux entreprises d'acquérir nos innovations, sans compromis avec la confiance. Et c'est ça en fait, l'approche singulière que nous, on va porter. Imen, une question ou une réaction ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je salue le changement de ligue d'une NewsSpot, parce qu'on est passé quand même d'un fournisseur d'infrastructure à un fournisseur de services managés. Donc bravo, on l'attendait tous sur le marché. Et moi, je vois aussi d'autres vertus en fait à cette notion de portabilité et de multi-cloud. C'est que maintenant, on peut du coup instancier même un control plane commun sur à la fois des infrastructures sur site, sur n'importe quel cloud de confiance ou pas de confiance. Donc ça, c'est la clé de voûte de la résilience. Et ça permet aussi à des acteurs qui sont extrêmement éclatés d'avoir une homogénéité technologique. Donc au lieu d'avoir des infrastructures de briques et de broc, maintenant ils instancient quand même, ils peuvent instancier les mêmes technos, et donc ça contribue à leur efficacité opérationnelle. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est un facilitateur
régulateur pour tous les comptes qui ont des environnements à diffusion restreinte très très régulés ou des systèmes de ce qu'on appelle des SIV. SI d'importance vitale. Aujourd'hui, avant, ils ne pouvaient pas faire de cloud. Même si l'ANSSI avait du coup facilité les choses en juillet dernier. Maintenant, grâce à cette plateforme, on peut ouvrir l'usage du cloud pour ces SI. Donc bravo, c'est une très bonne nouvelle. Ma question pour Eric Haddad est la suivante. Vous avez parlé de nouveaux usages, c'est très bien, tout le monde l'attend. Et je pense que la clé de la compétitivité de NumSpot, ça tient à sa capacité à attirer des clients, mais aussi des partenaires, des éditeurs, etc., avec votre marketplace que vous marketez autour de l'IA. Ma question pour vous est la suivante. Quelle est aujourd'hui votre roadmap autour de l'IA? Vous parlez de IA, LLM as a service, de RAG as a service, de marketplace de plus en plus riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et est-ce qu'on peut prendre une deuxième question en même temps, comme ça, parce que je vois le temps qui file? Oui. Alors moi, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Imen, moi, j'ai le premier point positif quand même, c'est que vous parlez de commande publique. Moi, je pense que cette plateforme va être hyper rassurant et un vecteur d'accélérateur justement pour les acteurs publics. Parce qu'on est sur une plateforme construite, alors certes par 4 actionnaires privés, 100% français, hébergée sur les infrastructures françaises. Et donc, par conséquent, par rapport à la plateforme... Alors, vous avez Banque des Territoires... C'est quand même... Mais du coup, par rapport à des plateformes comme AWS ou Microsoft, je pense que les acteurs vont moins se sentir dépendants justement d'acteurs extraterritoriaux. Et du coup, cette plateforme, comme ça l'a été dit clairement, ne sera pas soumise aux lois extraterritoriales. Donc tout va rester sur le territoire français ou européen. Donc ça, c'est hyper rassurant. Et l'autre point rassurant, c'est le fait d'utiliser la technologie open source. Clairement, puisque du coup, les usagers ne seront plus dépendants de code propriétaire. Et ça veut dire que chacun pourra maîtriser sa donnée et les récupérer en temps réel. Et du coup, par rapport à ça, moi, ma question, c'est... alors, c'est super, cette technologie. Est-ce que, pour le coup, indirectement, ça ne va pas entraîner des surcoûts pour les usagers pour s'adapter à cette technologie, pour mettre en place des systèmes internes d'adaptation et justement pour... Est-ce qu'il y a des coûts cachés qu'on ne voit pas? Voilà, clairement. Eric, je vais vous demander de répondre très rapidement, s'il vous plaît. Aux deux questions. D'abord, oui, bien sûr, je vais féliciter Imen et puis Audrey, parce qu'effectivement, comme l'a dit Imen, quand on parle de contrôle plane commun, en fait, je vais le dire de façon différente pour l'audience. En fait, à partir de la même console, on pourra effectivement sourcer une infrastructure qui est sur le site chez le client, d'accord, et en même temps une infrastructure qui est gérée en fait par un cloud public. Hein. Donc cette capacité effectivement à avoir l'ensemble et pouvoir gérer du point de vue du DSI l'ensemble des ressources, c'est absolument fondamental. Sur la partie... Rapidement, Eric, s'il vous plaît. Oui, sur la partie open source, donc même chose pour la partie open source, en fait, l'ensemble de la plateforme est construite en open source, et donc il n'y a pas de coût caché, au contraire, c'est la réversibilité. Donc le fait que ce soit complètement écrit en open source, les clients auront la possibilité effectivement de revenir en arrière s'ils ne sont plus satisfaits de NumSpot, puisque c'est une plateforme open source. En ce qui concerne l'IA, nous avons... En plus des services managés de type DSI, entre guillemets, qui sont assez classiques, que la plupart des DSI, des CTO avec lesquels on a travaillé nous ont demandé de construire. Donc, on a une roadmap assez ambitieuse, mais en même temps, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas les 80 ou les 200 services que vous payez, en final, vous n'en utilisez que 6 ou 30 au maximum. C'est ceux qui sont nécessaires. C'est ça qu'on a voulu construire, de façon très pragmatique. Sur l'IA, même chose. On est en train de construire, en fait, une plateforme qui permet d'avoir accès à tout ce qu'on appelle agents, LLM, RAG, etc. Mais de façon très simplifiée. Ces choses sont très compliquées de pouvoir mettre en œuvre. On fait en sorte que ce soit très facile d'accès. Et le principal pour ces services, c'est qu'ils soient souverains. Donc on fait en sorte que l'ensemble de ces modèles soient européens ou open source et mis à disposition des utilisateurs, des clients, de façon à ce que ce soit réalisable en mode confiance. Donc, merci beaucoup. Et résiliente. Merci Eric Haddad. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de NumSpot. Vous avez quand même passé 10 ans au développement de Google Cloud, notamment en Europe et en France. Donc on espère que vous avez utilisé les bonnes mêmes recettes pour devenir un hyperscaler. On enchaîne, merci beaucoup. On enchaîne, nous, avec nos autres sujets. On va parler régulation numérique. Je vous ai parlé de cette séquence bras de fer en introduction. On commence avec la pression que la France espère porter sur les plateformes d'e-commerce au niveau européen. Ce lundi même, le 8 décembre, il y a 8 pays qui ont fait parvenir un petit courrier à la Commission européenne pour l'interpeller sur l'application du droit et puis sur une lutte plus efficace contre les risques liés à ces
plateforme. C'est la France qui est quand même à l'initiative, il faut signaler, et en particulier le ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme et du pouvoir d'achat, qui avait organisé une grande visio comme ça avec les commissaires européens du commerce. Est-ce que ça vous semble un effet de manche ou un réveil nécessaire ? Qui veut commencer ? Allez, Julien. Allez, on va dire un réveil nécessaire, quoique tardif, et encore un petit peu timide. Voilà, pour synthétiser la pensée. Réveil nécessaire, oui. Réveil, à mon avis, qui va au-delà des mots, parce qu'on a des actes, on a des sanctions quand même qui commencent à tomber. Ça s'inscrit aussi dans un contexte où il y a un changement de ton dans les relations diplomatiques. On a entendu les mots du président de la République lors de son voyage en Chine. On a vu aussi les mots d'Ursula von der Leyen très récemment vis-à-vis des ingérences américaines, notamment vis-à-vis des affaires technologiques américaines en Europe. Donc il y a un changement de ton. On attend maintenant des actes un peu plus coordonnés au niveau européen, peut-être une politique industrielle coordonnée au niveau européen de façon à pouvoir faire émerger des champions européens, peut-être fermer un peu plus nos marchés qui ne le sont aujourd'hui, peut-être réserver la commande publique un peu plus à des acteurs français et ou européens, et puis des sanctions qui soient un peu plus dissuasives et un peu plus certaines dans leur application qu'elles ne le sont aujourd'hui. La question, c'est quel type de plateforme ? Comment est-ce qu'on définit qui on sanctionne, qui on ne sanctionne pas ? Est-ce qu'on se dit, finalement, si c'est pas européen, on est plus sévère que si c'est européen, par exemple ? Je pense qu'il faut l'Europe, elle régule pas pour le plaisir de réguler, elle régule, 1, pour protéger, et 2, pour rester compétitive. Donc, on a tout l'arsenal juridique, c'est une bonne nouvelle. Moi, mon inquiétude, c'est sur la rapidité d'exécution. On va parler de X tout à l'heure. La procédure a duré 2 ans. 2 ans pour appliquer le loi sur lesquelles on est légitime, c'est absolument inacceptable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, autour de la résilience que vous avez souligné, effectivement, il faut transformer cette force régulatrice en environnement compétitif. Ouais. On n'y est pas encore. Il faut absolument créer les bonnes conditions pour faire émerger des champions. On n'y est pas encore. On a des sujets de simplification administrative, des sujets de fiscalité, des sujets de fléchage de la commande publique. Voilà, c'est un parcours du combattant. Et dans toutes les initiatives qu'on mène pour faire émerger des champions, on parle beaucoup de solutions pour les entreprises, mais on abandonne un petit peu le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne va contribuer à créer la plateforme X européenne. Alors, je sais que c'était une initiative en particulier de Serge Papin, du ministre. Je voulais vous faire vous engager, me dire carton rouge ou carton vert sur cette action. Est-ce que ça vous semble nécessaire, auquel cas c'est carton vert, ou est-ce que ça vous semble être un effet de manche, auquel cas c'est carton rouge ? Moi, je suis rouge, clairement, et vous êtes tous verts. Ok, bon, moi je me dis, on a effectivement les règles déjà, il suffit de les appliquer. Est-ce qu'on a besoin d'en surrajouter ? Pour moi, c'est de la communication, mais je demande qu'à être convaincu de l'inverse, bien sûr. Alors, il y a cet autre bras de fer, c'est celui entre X et l'Union européenne. Alors, on va peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Allez, petit résumé. Donc, vendredi 5 décembre, c'est l'Union européenne qui condamne la plateforme X à payer 120 millions d'euros d'amende pour non-respect du DSA, donc le règlement sur les services numériques. Plusieurs infractions sont signalées. Il faut quand même préciser que X avait été notifié de son problème de mise en conformité depuis déjà juillet 2024, que rien ne s'est passé. Bon, donc amende, réaction d'Elon Musk, hyper virulente, bien évidemment. Je ne sais pas si on a son tweet, mais en tout cas, lui, il l'a épinglé sur sa page, sur son compte Twitter. L'Union européenne devrait être abolie. Allez, hop, c'est parti. Voilà, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est devenu finalement presque un bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis, cette affaire. Où les États-Unis mélangent un petit peu tout. Quelle est votre interprétation de ce sujet ? Est-ce que l'Europe peut tenir bon ? Ça rejoint le sujet d'avant. Je pense que même si on affiche des sanctions, et c'est très bien sur le papier, entre le moment où on peut les appliquer, le moment où on les applique et le moment où elles sont vraiment mises en place de manière effective, je pense que, alors soit on ne sait pas tout, il peut encore se passer des choses, parce qu'il y a des jeux économiques derrière qu'on ne maîtrise pas, et pour le coup, même s'il y a une annonce officielle de sanctions, j'attends de voir aussi dans quelle mesure elle va vraiment être appliquée. Est-ce que X va vraiment payer l'amende ? Exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres... C'est vrai que c'est une bonne première question à poser. Ouais. Imen ? Déjà, le bras de fer, il est entre, pas des États,
et un acteur technologique. Donc c'est même pas les États-Unis. Et donc ça dit beaucoup sur la nouvelle géopolitique où on voit des acteurs émerger qui sont extrêmement puissants parce qu'ils nous offrent l'infrastructure de communication qui est vitale. Donc notre réaction, c'est une question de survie. Donc on ne doit absolument pas se laisser enfermer, non seulement se laisser vassaliser par les États-Unis, et surtout se laisser enfermer dans des rapports de force avec des acteurs non étatiques. Et puis il y a eu quand même... pourquoi c'est allé aussi haut ? C'est parce qu'il y a eu un cafouillage un peu sur la nature de la sanction. Ils ont, alors, volontairement ou non, je ne sais pas, mais aux États-Unis, ils ont interprété ça comme une attaque à la liberté d'expression, alors que là, on n'est pas du tout dans ce registre, on n'est pas du tout sur une enquête sur la désinformation. Donc, est-ce que, c'est-à-dire carton rouge ou carton vert, est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut gagner ce bras de fer ? Oui, elle peut le gagner. Non, elle ne le gagnera pas. Tintintin. Alors Julien, ah bah non, elle gagne ou elle gagne pas ? Match nul, c'est pas possible. Sans boule de cristal, c'est impossible. Mais la question n'est pas de savoir si elle peut gagner, c'est si elle a la volonté de gagner. Est-ce qu'elle va tenir bon ? Parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et on n'a pas la volonté selon vous ? Ou on l'a ? Je crois qu'on ne chasse pas de façon uniforme et unifiée au niveau européen aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de dissensions au sein de la Commission européenne, également au sein des États membres, et que effectivement il y a cet arbitrage à avoir entre ne pas se mettre complètement à dos l'administration MAGA, ne pas non plus se mettre à dos des entreprises qui nous fournissent aujourd'hui des services qui sont clairement vitaux. Et la volonté aussi de faire appliquer notre droit, nos valeurs et finalement d'affirmer aussi notre souveraineté et de préserver aussi nos intérêts économiques. Donc cette ligne d'arbitrage, cette ligne stratégique, elle est extrêmement fine et le problème c'est que dans une union qui n'est pas uniforme, qui n'a pas une politique industrielle clairement définie, eh bien en vérité, ça fait le jeu de tractation, et ces tractations entre les États membres, ça fait le jeu de stratégies opportunistes qui viennent de l'étranger, qui viennent des États-Unis ou de Chine. Imen. Moi j'ai mis vert parce que j'ai envie d'y croire. Vert, vous pensez que l'Europe va tenir bon ? On peut gagner ce bras de fer. Elle doit tenir bon et je pense qu'il y a eu un sommet franco-allemand de la souveraineté numérique, donc la prise de confiance est là. Après, du coup, la difficulté sera de tous les mettre en mouvement pour justement définir une politique industrielle homogène. Mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Naïvement, on doit y croire. Rouge ou vert ? Alors, moi, on va gagner ou pas le bras de fer ? Mais aujourd'hui, j'avoue que Montrez-moi votre carton. Je suis assez sceptique. Ah, sceptique. Non, alors, je pense juridiquement on peut gagner et j'ai envie d'y croire aussi, évidemment, comme tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est trop dépendant, en fait, clairement, des acteurs étrangers. Et que derrière, en fait, ça va se finir par négocier ou transiger sur beaucoup d'autres sujets qu'on ne maîtrise pas, pour le coup. Je ne suis pas sûre que cette sanction va être, entre guillemets, celle qui va faire basculer ou pas, clairement, le poids de l'Europe. Mais bon, peut-être que je me trompe et j'espère. Il y a aussi quand même cette question de fond qui est abordée par Elon Musk, il faut bien le dire, mais qu'on aborde aussi très régulièrement, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un monde trop régulé ? Est-ce qu'on n'est pas aussi face à une surrégulation européenne ? C'est ça, en vrai, qui dit Elon Musk, si j'enlevais toutes les fioritures autour. Mais ça, c'est une question qui est aujourd'hui entendue au niveau européen, puisqu'il y a une procédure avec un paquet omnibus qui est censé un peu alléger les réglementations. C'est parfaitement hypocrite. C'est pour ça que moi j'hésite en fait sur est-ce qu'on va gagner ou pas ce bras de fer, parce qu'il y a potentiellement la décision qui pourrait être prise de dire finalement on est peut-être un peu allé trop loin dans nos exigences et donc est-ce que X va payer son amende ? Je ne suis pas sûre non plus. Ouais. Non, mais X devra payer son amende et il s'en acquittera. La question, c'est de savoir est-ce que ce sera dissuasif et suffisamment dissuasif pour le faire modifier ses comportements. La réponse est probablement plus négative que positive. Mais en vérité, la question n'est pas de savoir quelle est l'opinion de M. Musk ou de qui que ce soit vis-à-vis de notre régulation. C'est notre régulation, elle existe. Quand elle existe, il faut savoir la faire appliquer. Sinon, elle n'a aucune valeur. Si on n'est pas capable de faire appliquer les règles dont on se dote, ou imparfaitement et trop lentement en fait appliqué. Mais si on ne fait pas preuve finalement de notre capacité, si on ne fait pas la démonstration de notre capacité à pouvoir engager un rapport de force, en vérité on devient un paillasson pour n'importe quel acteur mondial qui a un petit peu de pouvoir, quoi.
Allez, on tient bon. On continue, on termine avec la Direction générale des entreprises, la DGE, qui a publié un guide sur l'implantation et donc l'installation de data centers, de centres de données en France. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein d'informations hyper intéressantes là-dessus. D'abord, il y a un rappel qui dit que ces centres de données sont soumis à la loi zéro artificialisation nette. Donc, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des critères qui sont proposés pour que les collectivités puissent décider si oui ou non c'est pertinent d'implanter, je vais y arriver, un data center dans sa localité. Il y a la question d'électricité, de l'impact environnemental. Visiblement, en Ile-de-France, c'est complètement saturé déjà. Est-ce que parce que c'est vraiment une task force en fait qui s'est constituée entre Business France, la Direction générale des entreprises et je ne sais plus qui, d'autres directions de l'énergie, du climat et de l'aménagement et du logement, qui travaillent vraiment à l'installation. Donc c'est une façon aussi quand même de dire la France, elle a envie de dérouler le tapis rouge au centre de données. Est-ce qu'on emploie la bonne tactique? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire selon vous? Je pense oui, que, non. Oui, pardon. Oui. Oui. Alors oui, pourquoi? Parce que je pense qu'en donnant un cadre, on facilite l'implémentation des centres de données. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un parcours du combattant en fait d'ouvrir un data center. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, ça rend la France attractive, parce qu'elle facilite l'implantation, et en plus selon des normes environnementales qui sont à saluer par tout le monde. Et ça permet d'attirer à nous les milliards d'euros d'investissement dans le plan AI Continent, dans le plan d'investissement IA à l'échelle européenne. Et ça va booster forcément notre compétitivité. Mais là aussi, il ne faudra pas céder sur les critères face au giga-projet de centre de données. Audrey? Oui, c'est vert. Oui, complètement vert. Ouais. Pour le coup, effectivement, le guide, clairement, s'il sort aujourd'hui, c'est justement pour qu'il s'inscrive en lien avec la politique nationale de l'IA et aussi pour que chaque acteur local puisse bénéficier d'un centre d'hébergement souverain. Après, le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les contraintes environnementales, énergétiques et de connectivité, il y a des délais, en fait, clairement, pour implanter les data centers qui sont 10 fois trop longs par rapport aux ambitions sur l'IA. Donc l'objectif, effectivement, une idée des délais. Il dit que ça peut varier entre 2 à 3 ans, voire 6 à 9 ans pour les travaux les plus importants. 2 à 3 ans, clairement, oui. 6 à 9 ans, c'est même optimiste. Et justement, alors le point positif, c'est que ce guide, clairement dit, qu'ils sont en train de retravailler au fait de mettre en place une procédure accélérée pour certains centres de données. Alors, on avait peur que ce soit un peu tombé à l'eau avec la loi pour la confiance pour l'économie numérique, qui, avec le contexte politique, est entre guillemets en suspens aujourd'hui. Là, on a l'impression quand même que ce sujet est maintenu et c'est hyper important parce que sinon, entre guillemets, il va y avoir un gros décalage entre les ambitions de l'IA, les nouveaux usages liés au déploiement des nouvelles technologies et le fait de pouvoir les stocker sur des infrastructures locales. Maintenant, le risque, c'est que... Local, mais détenu par qui? On ne sait pas. Et il reste que 10 secondes dans cette émission. Donc Il reste que 10 secondes. Donc très bien, parce que c'est informatif pour le citoyen comme pour les collectivités. Okay. Carton rouge, néanmoins, parce que la question de la souveraineté est quasiment éludée complètement. La question des technologies qu'on embarque dans les data centers n'est pas du tout évoquée. J'ai compté le nombre d'occurrences à la souveraineté. Je crois qu'il y a 3 fois l'évocation sur 19 pages. Une seule fois la redondance, voire 0. Donc, il y a encore du travail. Carton rouge, carton vert. Carton vert parce que c'est bien si on commence à fixer des règles. On en a besoin et puis il faut guider quand même les personnes sur place, les collectivités. Merci beaucoup. Maître Audrey Morel, Imen Kabouya de Wavestone, Julien Pillot de l'INSEC. Merci aux équipes de Bismart pour la réalisation de cette émission, à Émilie pour la préparation avec moi. Et j'étais très heureuse de vous la proposer, de vous la présenter, cette émission Smart Tech. On se retrouve à 10h45 jeudi prochain en direct.